Quand on pense au vin de Loire, on voit bien Sancerre, Chinon ou pourquoi pas Saumur aussi, mais on pense moins à la Côte Roannaise, Châteaumeillan ou même le Muscadet, qui sont pourtant aussi des appellations qui appartiennent au vignoble de la Loire. Alors dans cet épisode, on continue notre série du Tour de France des régions viticoles pour découvrir la Loire viticole, des volcans jusqu'à la mer. Ouais, effectivement, je pense que le maître mot de cette région, c'est diversité. Que ce soit au niveau du climat, des terroirs, des cépages, et par conséquent des styles, blanc, rouge, rosé, des vins tranquilles, il y a des bulles, même plusieurs sortes de bulles, des vins secs, des vins moelleux, des liquoreux. C'est gigantesque. On fait tout. Ouais. Et comment ça se fait ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une étendue géographique et par extension une diversité des sols à cause de ça. Parce que, tenez-vous bien, la Loire, c'est quand même le plus long fleuve de France, ça on le sait, mais ça représente plus de 1000 km qui s'étendent du Massif central jusque sur la côte atlantique au niveau de Nantes. Et surtout, on a des vignes presque tout du long, pour un total de plus de 70 000 hectares de vignes. C'est énorme. Aussi, en termes de vignobles, en général, on divise le vignoble de la Loire en 5 régions. Partant de l'ouest, par exemple, on a Nantes, on a l'Anjou et Saumur, ensuite la Touraine, la région centre, et puis la zone qui est la plus proche de la source, qui en fait est rattachée au vignoble d'Auvergne. Mais c'est le démarrage de la Loire. C'est le berceau de la Loire. Donc, on imagine bien qu'on n'a pas du tout les mêmes terroirs sur toutes ces régions. Bon, on rentrera peut-être pas... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on rentrera peut-être pas dans les détails dans cet épisode, mais peut-être une prochaine fois. En tout cas, côté climat et météo aussi, c'est forcément pas la même chose. Globalement, c'est une région fraîche, avec des précipitations assez importantes, mais avec quand même des spécificités. Au centre, notamment, le climat est plus continental, des étés chauds, des hivers froids, une vraie différence été-hiver. Et puis, en se rapprochant de Nantes, forcément, le climat est plus océanique, et ça aussi, ça a une grande influence sur le style des vins. Du coup, effectivement, assez gigantesque comme étendue, donc j'imagine qu'on a aussi toute une multitude d'appellations. Ah oui, tout à fait. Alors, certaines sont très connues, même à l'international, quand on entend Sancerre, Chinon, Bourgueil, voilà, toutes ces appellations phares, on va dire. Et puis, il y en a quand même énormément d'autres, plus confidentielles, mais que les abonnés 3 fois 1 connaissent sûrement, parce que j'aime bien. Je pense à Reuilly, Quincy, Châteaumeillan, Savenière, Coteaux du Loir, voilà, il y a des endroits moins parcourus, mais tout aussi intéressants. Donc réglementairement, comme ça, une multitude d'appellations. Mais à quel niveau est-ce que se joue vraiment la spécificité de chaque appellation ? Est-ce que c'est au niveau des cépages, par exemple ? Alors, oui et non. En fait, globalement, on va avoir quelques cépages qu'on retrouve dans un grand nombre d'appellations de Loire, même s'il y en a plus d'une centaine en réalité. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont peu utilisés finalement. Et puis après, en fonction du terroir, du style de vinification, on obtient des vins très divers. Et si justement on zoome un peu sur les principaux cépages, tu disais qu'on les retrouve dans un grand nombre d'appellations, est-ce que tu peux peut-être nous en parler, blanc puis rouge ? Ouais, alors on va les séparer en couleurs. Alors en blanc par exemple, on va en avoir surtout 3 qui sont finalement assez bien séparés géographiquement. Il y a le Sauvignon blanc par exemple, qu'on retrouve dans la partie centre, on appelle Centre-Loire, cette zone-là. Et en Touraine, Sancerre, Pouilly-Fumé, Reuilly, Quincy, Menthousalon, voilà. Par exemple, du Giennois, voilà. Comme appellation. Comme appellation, ouais. Ça fait des vins secs, ils ont une acidité assez élevée, le Sauvignon a une acidité naturellement assez élevée. Beaucoup de fruits, et puis plutôt minéraux et fumés, selon le type de sol. Ensuite, il y a le Chenin, qu'on retrouve en Touraine, mais surtout dans l'Anjou et dans le Saumurois, tout en continuant à aller du centre vers l'ouest. Alors, par exemple, Saumur, Savenière, moins connu, Janière, encore moins connu, qui font des vins secs, et voire même secs tendres ou demi-secs, voilà. Mais aussi Vouvray, qui est beaucoup plus connu, notamment pour les effervescents, mais aussi pour des vins secs et demi-secs et tendres et liquoreux, parce que le Chenin, c'est un peu un magicien, il sait tout faire, en gros. Et d'ailleurs, c'est un cépage très ancien, on le retrouve déjà depuis le 9e siècle au moins. Il est originaire de la Loire, comme je disais, il est vraiment très versatile. Grâce à son acidité naturelle, il vieillit admirablement bien. Il développe des arômes qui vont, quand il est jeune, font souvent penser un peu à l'abricot, des arômes de pommes, de champignons, des choses comme ça, très florales aussi. Et puis en vieillissant, on découvre des arômes beaucoup plus confits, mais parfois d'une complexité
incroyables. Et c'est surtout des vins qui sont, j'allais dire, increvables. C'est pas un très joli mot pour parler de vin. Ils sont indestructibles, on va dire. J'ai goûté des Vouvray des années 50, il n'y a pas si longtemps. Donc vraiment encore récemment, et c'est des vins qui tiennent debout et qui sont franchement spectaculaires. Le Chenin, c'est un cépage magique. Donc Sauvignon, centre Touraine, ensuite on continue, on a le Chenin qui est un peu à cheval Touraine, Anjou, Saumur, et si on continue à se décaler vers l'ouest, et que là on arrive vers Nantes, le Muscadet, tout ça, quel cépage on retrouve principalement? Alors là, il y a plusieurs cépages, mais il y en a un principal qui s'appelle le melon de Bourgogne, qui, comme son nom l'indique, originaire de Bourgogne, et a atterri là pour y rester définitivement. Là, on va jusqu'à la côte, et c'est un cépage assez transparent, on va dire, qui réussit à s'adapter à tout type de vinification, et surtout qui est suffisamment transparent pour laisser transparaître, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça, qui laisse transparaître les différences de terroir. Parce que quand on a un cépage trop puissant, trop aromatique, trop, finalement, ça peut éventuellement cacher un petit peu les différences. Mais là, au contraire, on a un cépage très transparent. C'est assez génial pour ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les vins du Muscadet, on avait fait une vidéo à ce sujet qui est sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à regarder. Voilà, sans entrer dans trop de détails, une des particularités de la région, c'est vraiment, avec le melon de Bourgogne, c'est la vinification sur lit. Et ça, c'est quand même assez dingue parce que on en parle partout de la vinification sur lit, muscadet sur lit, mais en fait ça vient de là. C'est une vinification qu'on utilise dans plein de régions, mais là-bas particulièrement, qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des caves souterraines, c'est-à-dire qu'on marche sur le toit des cuves finalement, et on laisse le vin dans cette espèce de fraîcheur souterraine, puisque les cuves sont enterrées. Le vin reste là sur ces levures mortes, sur ces lits de fermentation qui les nourrissent, et on peut ouvrir un petit clapet par le haut et passer une espèce de grande tige et remuer un petit peu les lits de fermentation pour, ça s'appelle du bâtonnage, pour les remettre en suspension et donner un peu ce gras, cette matière, cette épaisseur au vin qui est très caractéristique et qui donne un côté salin qu'on retrouve dans les très beaux muscadets. Donc ça, c'était les 3 blancs. Et alors, est-ce que c'est pareil pour les rouges? Est-ce qu'on a aussi une répartition géographique assez claire? Alors, un petit peu moins. Bon, on a cité 3 blancs, il y en a forcément plus que ça, mais c'était les 3 principaux. En rouge, alors il y a un cépage qui est vraiment emblématique, surtout dans la partie horizontale de la Loire, c'est-à-dire pas la partie qui démarre en Auvergne, mais à partir du centre-Loire, c'est le Cabernet Franc. On le retrouve un petit peu partout en Touraine et particulièrement en Anjou. Pensez à Chinon, Bourgueil, Saumur, Saumur-Champigny, voilà, toutes ces appellations-là sont absolument ou quasiment à 100% faites avec du Cabernet Franc. C'est un cépage qui fait à la fois des vins rouges mais aussi des vins rosés, on trouve même des rosés secs, moelleux, un peu de sucre résiduel, des vins tranquilles, des vins pétillants. C'est assez diversifié de ce point de vue-là aussi. Ça, c'est pour le Cabernet Franc. Ensuite, on a le Gamay et le Pinot Noir qu'on retrouve souvent au même endroit, mais surtout ensemble. Parce que finalement, on s'aperçoit que c'est 2 cousins, mais dans ces régions-là, on va les retrouver en assemblage, les deux. Tout seul aussi, mais on va souvent les retrouver en duo. Voilà, donc dans le centre, à Châteaumeillan par exemple, c'est pas une très grande appellation, mais faut s'y intéresser parce qu'il y a des très très jolies choses. Et puis, dans la partie sud de la Loire, vers l'Auvergne, en Saint-Pourçain, qui est d'ailleurs même obligatoirement un assemblage des deux. Autrement, ça peut pas s'appeler 100%. En côte rouennaise aussi, voilà, les côtes d'Auvergne, tous ces coins-là, on retrouve du Gamay et du Pinot Noir. Le Gamay, on le retrouve aussi en Touraine et en Anjou. Voilà, donc selon les régions, comme ce sont pas des cépages très tanniques, très puissants, encore une fois, ça permet au terroir de passer à travers et d'être ressenti en dégustation. Donc le côté un peu fumé, grâce au terroir volcanique, on les retrouve vraiment dans les vins d'Auvergne. On retrouvera du basalte, de la pépérite. Pépérite, ça sent le poivre. Bah oui, on retrouvera du poivre dans ces vins-là. C'est des anciens volcans, donc on va trouver un côté fumé. Normal, le terroir parle assez fort. Et il faut des cépages qui laissent passer ça. Voilà. Et on retrouve aussi, je pense à un autre cépage aussi, le gros lot par exemple, qui n'est pas très connu, mais qu'on utilise pas mal dans les rosés, qui est originaire de la Loire. Il y a du Malbec aussi, on l'appelle le Caux, du Pinot de Nice. Voilà, il y a tout un tas d'autres cépages annexes, en moins grande quantité, qui contribuent à cette diversité dont tu parlais tout à l'heure. Tu me demandais aussi s'il y avait un peu des cépages qu'on utilise en assemblage. Bon, on a parlé du Pinot Noir et du Gamay, mais finalement, il n'y en a pas tellement. C'est plutôt des régions de monocépage, comme beaucoup, finalement, la moitié nord de la France.
Comme en Alsace, comme on En en avait Alsace, parlé. Ouais, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Le monocépage, on le trouve aussi en Bourgogne. C'est plutôt dans la moitié sud de la France qu'on retrouve des assemblages quasi systématiques. Mais là, dans la moitié nord, c'est quand même plutôt des monocépages. Donc on a parlé de tout un tas d'appellations et je me demandais s'il y avait un système de hiérarchisation, parce que dans l'épisode sur l'Alsace, on avait vu justement qu'il y avait un système de lieux-dits, d'appellations un peu communales et de grands crus. Est-ce que là c'est la même chose ? Pas vraiment. Pas vraiment. On se rend un petit peu compte par rapport à la manière de l'écrire sur l'étiquette. Ça donne quelques indications. Peut-être quand même une exception assez notable, c'est dans le Muscadet, la région du Nantais, où depuis pas si longtemps que ça finalement, par rapport à l'âge du vignoble, on a vraiment discerné des crus. En fait, il y a tellement de types de sols différents dans cette région-là qu'on a un peu fait ressortir un cru, un type de sol, un cru, un type de sol, un cru, un type de sol. Et voilà, il y en a plusieurs comme ça. Et ça permet de créer un peu ces différenciations. Alors, tous les crus sont au même niveau hiérarchique, mais il y a quand même Muscadet, Muscadet sur Lit, et puis ensuite les crus. C'est quand même une sorte de hiérarchisation. Mais pas de premier cru, non, Muscadet, quelque chose. On n'en parle pas de cette manière-là. Non, c'est pas là. Il y a aussi les appellations au village. Regarde par exemple Anjou, Anjou village, ou Anjou village, Brissac, ou bien Saumur, Saumur puis Notre-Dame. Il y a certains villages ou zones qui sont un peu sortis de l'appellation plus régionale pour montrer une différence. Une précision géographique en fait. Voilà, mais qui donne quand même une impression de plus noble, on va dire, quelque part. Voilà. On trouve aussi dans les Touraines. Touraine, c'est hyper grand, c'est une appellation régionale, donc c'est grand, la région Touraine, c'est grand. Mais on va retrouver Touraine-Amboise ou Touraine-Chenonceau, par exemple. Donc ça aussi, c'est pour montrer qu'on part de très large et on arrive à rétrécir à des zones beaucoup plus délimitées, leur donnant une impression plus noble, on va dire. Je pense qu'on a déjà un bon aperçu de la Loire, mais pour finir, en quelques mots, est-ce que toi personnellement, tu as des recommandations pour découvrir certains coins, appellations ou styles de vin de Loire qui sortent un peu des sentiers battus puisque c'est ta spécialité ? Oui, alors, Marocco, pour visiter les vins de Loire d'une autre manière. Alors, si on aime bien marcher, l'Auvergne, c'est fantastique pour ça, parce que vraiment, il y a des paysages à couper le souffle et ça permet de se balader un peu dans les coins où il y a des vignes et de vraiment comprendre les reliefs. Voilà, voir vraiment ce que les anciens volcans ont pu apporter, donc ça c'est magnifique. Et puis sinon, dans la partie qui longe la Loire, il y a des circuits à faire à vélo qui sont incroyables. Ça permet de voir l'influence du fleuve sur les vignes, de se rendre compte des vignes qui sont vraiment sur les palus, là, vraiment le long, ou alors de s'arrêter, de prendre un petit peu plus de recul et de monter dans les coteaux, à Chinon par exemple, où on trouve des vignobles de coteaux qui sont vraiment superbes, et surtout c'est des paysages exceptionnels. Et en plus, faire à vélo, c'est pas très fatigant. Et il y a quand même une autre manière de voyager à travers les vignobles de Loire. Et ça, c'est mon petit plaisir à moi, c'est de pouvoir mettre dans les box de nos abonnés assez fréquemment des vins de Loire, mais de toute la Loire. De l'ouest au centre et vraiment à l'Auvergne. J'aime bien faire connaître des appellations un peu moins connues. Donc c'est une autre manière de recevoir la diversité des vins de Loire à la maison. Avec une box 3x20, donc. Bah oui, c'est ça, hein. Parfait. Bon c'était pas simple de faire tenir la Loire dans un épisode d'une quinzaine de minutes, mais on espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Dans le prochain épisode, on reviendra un peu aux bases en vous expliquant, selon nous, quels sont les 5 mots à connaître absolument dans le monde du vin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.